Bonsoir, bienvenue dans ce 38e numéro de Paris-Jaffa. À Paris, Bernard-Henri Lévy, bonsoir, auteur de L'Esprit du judaïsme, publié par Grasset. À Jaffa, I24 News, chaîne d'information internationale, qui décrit chaque jour l'état du monde, d'une rive à l'autre, d'une violence à l'autre. Et ces tensions qui nourrissent vos propres réflexions, Bernard-Henri Lévy, trouvent leur source ici même, au Proche-Orient. Vous aurez donc, avant même d'aborder la dimension personnelle de votre ouvrage, vous aurez l'occasion de commenter cette actualité et vous ne serez pas surpris de découvrir le énième épisode de cette relation si conflictuelle entre Israéliens et Palestiniens. Il s'est déroulé la nuit dernière dans la ville palestinienne de Kalandia, près de Ramallah. 2 soldats israéliens se sont égarés. Ils ont été alors pourchassés par les Palestiniens. L'intervention des forces spéciales israéliennes a permis d'éviter un lynchage assuré. Maxime Pérez. Le pire a sans doute été évité à Kalandia mardi soir. Peu avant 23 h, 2 soldats israéliens pénètrent dans ce camp de réfugiés qui jouxte la ville de Ramallah. Si les militaires se trouvent à bord d'une Jeep blindée, ils n'ont pas d'armes. Plusieurs dizaines de Palestiniens les repèrent. Les soldats font alors face à un déluge de pierres et de cocktails Molotov. Ils sont contraints d'abandonner leur véhicule, broyés par les flammes. Au bout de quelques minutes, l'armée est alertée et dépêche des renforts pour secourir les soldats, y compris plusieurs hélicoptères. Dès que nous avons pris la mesure des événements, nos forces ont réagi avec rapidité comme il le fallait. Et cela a permis de secourir les 2 soldats. Tandis qu'un soldat parvient à s'échapper du camp, le second se réfugie dans une maison palestinienne où il est finalement localisé. Mais pour l'extraire d'un lynchage assuré, les forces de sécurité israéliennes doivent se défaire des émeutiers et répondre à des tirs d'armes automatiques. L'opération de sauvetage va durer près d'1 heure. Quand ils ont abandonné leur véhicule, les soldats ont couru vers la partie est du camp, vers le cimetière. D'autres soldats sont alors arrivés pour les secourir et nous avons perdu un martyr. Dans ces affrontements, 5 policiers israéliens des gardes-frontières ont été blessés, dont l'un grièvement. Les Palestiniens déplorent pour leur part un mort et une vingtaine de blessés. L'un d'eux serait dans un état critique. Les affrontements ont cessé à l'aube, mais la tension était perceptible dans la journée. Le reportage à Kalandia de Mathias Inbar et Nassib Safadi. Voici ce qu'il reste des affrontements la veille entre des jeunes Palestiniens armés et des forces de sécurité israéliennes. Des voitures calcinées et complètement dépecées, des tas de tôles brûlées à même le sol, des impacts de pierres et de balles sur les vitres des véhicules. Des violences qui ont causé la mort d'un Palestinien et blessé une dizaine d'autres. 10 soldats israéliens ont été blessés, dont un grièvement. Un scénario qui aurait pu se terminer autrement. Cela me rappelle le lynchage de 2 réservistes au début des années 2000 où ils ont été kidnappés et tués. Ils ont fait exactement la même chose, en se trompant de chemin de la sorte. C'est la raison pour laquelle Tsahal s'est mobilisé immédiatement. Nous avons pris contact avec les soldats sur le terrain pour organiser leur extraction et les sortir du camp au plus vite. Comment ces soldats ont pu se tromper de route? Nous avons fait l'expérience. Impossible de pénétrer via le checkpoint de Kalandia. Trop de policiers et de soldats sur place. C'est sans doute à partir du carrefour Adam que ces soldats ont roulé. On décoche alors la case nous interdisant de rouler sur les routes de l'autorité palestinienne. L'application de navigation Waze nous amène en quelques minutes à Kalandia. On passe malgré tout devant le panneau rouge interdisant l'entrée en zone palestinienne des civils israéliens et devant des signalisations de direction vers Ramallah. Pour une raison encore indéterminée, la Jeep de l'armée israélienne quitte l'artère centrale de Kalandia pour pénétrer à l'intérieur de ce chemin et rentrer dans le cœur du camp de réfugiés de la ville. Pour les jeunes du camp qui ont participé aux affrontements avec les forces israéliennes, les soldats ne se seraient pas trompés de route. Il y avait hier soir des affrontements violents entre les jeunes et l'armée. Les soldats disent qu'ils sont entrés par erreur. Moi, je pense que c'est faux, puisqu'on a aperçu derrière eux une voiture avec des soldats d'élite déguisés. Hier, ça nous a rappelé des scènes de la première et deuxième intifada. C'était une vraie zone de guerre. Au moment où le muezzin appelle les résidents du camp à participer aux funérailles de l'un des leurs, ces jeunes l'ont promis, ils continueront les affrontements armés avec les forces de sécurité israéliennes.
Bernard-Henri Lévy, l'impasse ici est totale, intifada des couteaux d'un côté, désarroi de l'autre. Quelle peut être l'issue ? D'abord, moi je voudrais dire cette procédure Hannibal qui a été déclenchée aujourd'hui à Candalia, elle est à l'honneur de l'armée israélienne. Lorsque je dis dans mon livre, dans l'esprit du judaïsme, lorsque je parle de Tsahal et que je parle des vertus morales de Tsahal, je pense par exemple à des événements comme celui-là. Ça paraît surréaliste peut-être à certains par rapport aux règles de conduite d'autres armées dans le monde. Le fait de déployer une telle force pour sauver 2 soldats qui risquent en effet, comme cela a été dit, le lynchage. Pour moi, cette opération, cette procédure Hannibal, elle est à l'honneur d'Israël et de son armée. Et c'est vrai que vous parlez longuement de l'État d'Israël dans votre livre qui fait 450 pages, donc vous évoquez de très nombreux sujets qu'on abordera, et vous dénoncez l'activisme de certains intellectuels en France ou de certains mouvements comme le BDS, qui tentent au fond de faire passer Israël pour un pays d'apartheid. Est-ce que vous avez le sentiment que la jeunesse française ou européenne peut être influencée par ce type de discours ou d'attitude ? Elle est influencée, la jeunesse française, la jeunesse européenne et la jeunesse américaine. Il y a aujourd'hui des campus d'universités de la côte ouest des États-Unis où, hélas, le mouvement BDS fait des ravages. Moi, ce que je fais dans mon livre, c'est de démonter l'idéologie BDS, de démonter, de déconstruire la charte BDS et de montrer que ces gens sont dans la lignée de ceux qui appelaient au boycott après la Seconde Guerre mondiale, des anciens hitlériens recyclés dans certains pays arabes. Je démontre dans mon livre que ce sont des gens qui sont partisans non pas de la paix, mais de la guerre et de la guerre à outrance. Donc moi, ce qui m'importe, c'est bien sûr l'influence, mais c'est surtout de montrer à quel point ce mouvement BDS et l'idéologie qui est derrière va exactement à l'inverse des buts proclamés. Il s'agit de gens qui sont des fascistes, qui militent contre la démocratie et qui militent contre la paix. Ces intellectuels français qui ont fait de la cause palestinienne leur principal combat sont en revanche étrangement silencieux sur le conflit d'à côté, en Syrie, ô combien meurtrier. 270 000 morts aujourd'hui. Leur discrétion est telle qu'on ne les a même pas entendus se réjouir de la trêve conclue entre belligérants. Trêve, c'est vrai, encore fragile. Pierrick Pascal et Charlotte Ozer. Ils avaient oublié la notion de repos. Dans la cour d'une maison qui leur sert de centre, les secouristes d'Alep profitent du cessez-le-feu en vigueur depuis samedi. Pour la première fois depuis 5 ans, les casques blancs, comme on les surnomme, ne doivent pas risquer leur vie pour chercher sous les décombres la victime d'un bombardement ou sauver sur la ligne de front un civil blessé par un tireur embusqué. Dieu merci, Alep n'a pas été bombardé depuis 3 jours. Les civils se sentent psychologiquement soulagés. La situation est retournée à la normale. Nous aussi, les membres de la défense civile, sommes soulagés car nous n'avons pas à secourir les civils et à les retirer des décombres. Dieu merci, la situation est bonne. La trêve n'a pas été violée les 3 derniers jours. Initié par les États-Unis et la Russie et soutenu par l'ONU, ce cessez-le-feu est le premier de cette ampleur depuis le début du conflit syrien qui a fait plus de 270 000 morts. Dieu merci, 3 jours se sont écoulés et nous sommes satisfaits de cette trêve. À l'heure actuelle, à Alep, il n'y a plus de bombardements. La situation est retournée à la normale, même s'il y a certaines violations aux abords d'Alep, notamment à l'est et au nord de la ville. En effet, malgré plusieurs violations dénoncées par la communauté internationale, les hostilités ont cessé dans les grandes villes du pays. Médecins, secouristes et civils peuvent profiter de ce répit provisoire. N'ont adhéré à ce cessez-le-feu que le régime de Damas et l'opposition dite modérée. L'État islamique n'entend pas poser les armes, mais signe probable de faiblesse. Il compte désormais, lui, le mouvement le plus macho au monde, une brigade féminine. Maël Benoliel. C'est le chef du groupe terroriste en personne qui l'a annoncé. Al-Baghdadi a lancé au sein du groupe État islamique il y a quelques jours à peine la première unité combattante composée uniquement de femmes djihadistes.
Un bataillon censé intervenir dans le nord-est de la Syrie qui a pour vocation de contrer les offensives du YPG, la faction kurde syrienne d'extrême gauche qui compte bon nombre de femmes dans ses rangs. L'émir de Daesh a même désigné une saoudienne pour diriger cette nouvelle unité djihadiste, Nada Al-Qahtani. Cette dernière a rejoint les rangs du groupe État islamique fin 2013. Jusqu'à aujourd'hui, elle était à la tête d'Al-Khansa, la très crainte unité de police féminine qui supervise l'application de la charia dans la capitale du califat autoproclamé, Raqqa. Désormais, elle mènera ses consoeurs au combat sur la ligne de front de la ville de Hasakeh. Là-bas, les islamistes sont sur le repli face aux assauts combinés des Kurdes et de l'aviation de la coalition. La jeune djihadiste saoudienne s'est fait connaître de ses supérieurs pour son rôle dans le recrutement de femmes via les réseaux sociaux, mais aussi pour ses incitations à commettre des attentats suicides. Une nouvelle unité qui ne rassure pas les services de renseignement occidentaux. Alors que l'enrôlement de jeunes filles dans les rangs djihadistes prospère, elle pourrait désormais être utilisée pour commettre des attentats suicides sur le sol européen. À l'heure actuelle, plus d'une nouvelle recrue sur 3 de Daesh est une femme. Bernard-Henri Lévy, vous n'avez pas de mots assez durs pour dénoncer ces islamistes, vous les traitez de monstres, de salopards et j'en passe. Est-ce que dans les tensions mondialisées qui sont aujourd'hui les nôtres, ils représentent à vos yeux une menace réelle pour la stabilité du monde ? Bien sûr, c'est une menace décuplée par rapport à l'époque d'Al-Qaïda. C'est ça ma thèse dans le livre, parce que c'est à la fois, c'est le double modèle. C'est le modèle territorial à l'ancienne, avec une sorte d'État à cheval sur la Syrie et l'Irak, et c'est le message, et c'est la construction déterritorialisée à la nouvelle manière qui était celle d'Al-Qaïda. Donc vous avez les deux paradigmes qui se mêlent et qui donnent par conséquent à Daesh une énergie, une force et une dangerosité, hélas, plus grande encore que celle d'Al-Qaïda à l'époque du 11 septembre. Et le conflit en Syrie dépasse le cadre de la Syrie même. À un certain moment, on a parlé de guerre froide. Certains diplomates n'hésitent pas maintenant à parler de risque de guerre chaude. Et on pense à une possible confrontation entre la Russie et la Turquie aujourd'hui. Est-ce qu'à votre avis, cette trêve est le prélude d'une solution politique en Syrie ? Écoutez, je voudrais le croire. Je voudrais croire surtout que prendra fin le calvaire des civils syriens, dont au fond tout le monde se moque. Et vous aviez raison de le dire tout à l'heure. C'est vrai que les mêmes qui n'ont pas de mots assez durs et qui n'ont pas, pour dénoncer, pour militer, pour défiler dans les rues de Paris au moment de la guerre à Gaza, ne disent rien, ne réagissent pas, ne descendent pas une seule fois dans la rue pour protester contre les 260 000 morts de la guerre de Syrie. Autrement dit, quand c'est des Arabes qui tuent d'autres Arabes, au fond, tout le monde s'en fiche. Quand il s'agit d'une armée juive ou d'une armée à majorité juive, c'est-à-dire l'armée israélienne qui se défend à Gaza, alors là, il y a des manifestations monstres à Paris, à Londres, en Espagne, en Italie. Moi, c'est cela qui me frappe. Et cela me frappe parce qu'au milieu de cette espèce de tour de passe-passe, il y a ces enfants, ces femmes, ces hommes syriens, 260 000, c'est tout de même considérable, qui sont les martyrs de cette affaire, les victimes de cette affaire, et qui, encore une fois, passent aux pertes et profits de ce sale petit jeu. Il y a un pays dont on parle moins en ce moment, mais qui représente aussi une menace réelle pour le Maghreb et pour l'Europe, la Libye. Une menace islamiste que l'armée française combat, mais dans l'ombre. Jonathan Serrero. La vie reprend peu à peu à Sabrata, ville située à 70 km de la capitale libyenne de Tripoli. Le bruit des voitures se fait à nouveau entendre sur la grande place. Les clients reviennent déambuler dans les couloirs des marchés. Seuls les enfants sont encore astreints par les autorités à rester à la maison jusqu'à une normalisation de la situation. Je suis heureux que Sabrata soit à nouveau sûr et avec la volonté de Dieu, ils n'auront plus de place ici et ne vivront plus au milieu de nous. Ils, ce sont les 200 djihadistes de l'État islamique qui parviennent la semaine dernière à s'emparer du centre de la cité antique. En quelques heures, la terreur s'empare des habitants.
Certains éléments extrémistes sont arrivés après s'être cachés à plusieurs endroits. Ils ont apporté la peur aux habitants de cette ville. Certains étaient effrayés, surtout dans les zones où les éléments de cet État non islamique, si on peut dire, habitaient. Pourtant, l'avancée des troupes de l'EI tourne court. Dimanche, l'aviation américaine mène un raid contre le camp djihadiste posté dans le QG des forces de sécurité locales. Bilan 50 morts, dont un responsable du Daesh dans le pays. Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, le pays est livré aux milices formées d'anciens rebelles. Le chaos politique a aussi favorisé l'installation des troupes de l'État islamique, notamment dans la ville de Sirte, au nord de la Libye. Aller-retour entre l'actualité du jour et l'esprit du judaïsme, le dernier ouvrage de Bernard-Henri Lévy. Vous vous doutiez bien qu'on allait parler de la Libye. Vous en parlez vous-même très longuement dans votre livre. Aujourd'hui, regrettez-vous d'être allé en Libye et de ne pas avoir ménagé vos efforts pour essayer d'aboutir à une solution politique et à l'émergence d'une démocratie en Libye? Attendez, non, je ne regrette pas ce qui a été fait en Libye. Et les deux reportages que vous venez de diffuser le montrent. D'un côté, en Libye, là où il y a eu intervention, vous avez un Daesh contenu, limité à deux villes, Sirte et Sabratha, que je connais toutes les deux, et combattu par les Libyens appuyés sur, en effet, les Français. De l'autre côté, en Syrie, là où on n'est pas intervenu, là où on s'est lavé les mains de cet affrontement entre le peuple et la dictature, vous n'avez pas un djihadisme contenu, vous avez un djihadisme répandu. Vous n'avez pas un djihadisme dans deux villes, vous avez un djihadisme dans la moitié du pays. Vous n'avez pas un djihadisme combattu, vous avez un djihadisme auquel s'est ralliée une grande part de la population sunnite de Syrie. Autrement dit, ce que je rappelle en effet dans le livre, c'est que le bilan de la non-intervention est infiniment plus lourd que le bilan de l'intervention. Alors après, qu'on n'ait pas fait tout ce qu'il fallait en Libye après la chute de la dictature, c'est possible, c'est même évident. Qu'il aurait fallu faire davantage, c'est clair. Mais regretter la chute de la dictature, certainement pas. La guerre en Irak, Syrie, Libye, l'exode en Allemagne, France, Grèce. Les deux mondes n'ont jamais été à ce point liés. Et l'Europe est placée devant une lourde responsabilité. Accueillir ces migrants, au risque de heurter son opinion publique, en tout cas une partie, repousser ces réfugiés, au risque de perdre ses valeurs et son âme. La Macédoine a choisi, Océane Nicole. Les scènes sont violentes, des centaines de migrants tentent de passer en force la frontière entre la Grèce et la Macédoine. La police utilise des gaz lacrymogènes pour les repousser. Plus de 7000 migrants sont bloqués au poste grec d'Indoménei après des restrictions imposées par plusieurs pays, notamment la Macédoine. Ce lundi, seuls 300 Irakiens et Syriens ont pu entrer sur le territoire macédonien. Mais derrière eux, ils sont des milliers à attendre désespérément leur tour. Ils se moquent de nous, ils se moquent de toutes ces personnes. Nous venons de la guerre, je suis syrien, certaines personnes viennent d'Irak. Nous sommes venus ici pour fuir la guerre, mais on en trouve une autre ici. Ils nous disent venez ici, et maintenant qu'on est là, on trouve une deuxième guerre. La crise migratoire inquiète à l'échelle européenne, mais aussi à l'international. Washington tire la sonnette d'alarme. Pour John Kerry, le secrétaire d'État américain, la crise migratoire est un problème mondial. Je veux affirmer clairement que les États-Unis considèrent que la crise des réfugiés est globale. Les répercussions se sont faites ressentir à l'évidence par la Jordanie et le Liban et la Turquie, et ils ont porté une charge incroyable dans l'évolution de cette guerre depuis plus de 4 ans et demi. La Macédoine est le premier pays sur la route des Balkans, emprunté depuis des mois par les migrants en provenance des côtes turques, désireux de rejoindre les pays de l'Europe. Mais après l'Autriche, la Croatie et la Slovénie, la Macédoine a elle aussi instauré des quotas limitant le nombre de migrants autorisés sur le territoire. Plus au nord à Calais, l'évacuation de la jungle s'est poursuivie aujourd'hui. Le gouvernement n'entend pas céder à la colère des no-borders. Julia Galancia. Les deux bulldozers continuent les travaux d'évacuation de la zone. Une vingtaine de personnes se chargent de démonter les abris. Mais pour les humanitaires sur place, ce démantèlement n'est pas la solution.
On ne résout absolument rien en détruisant ce camp, puisque de toute façon les réfugiés sont toujours là. Tout ce qu'on fait, c'est les précariser un peu plus. Et de toute façon, l'État n'a pas suffisamment de place pour tout le monde. La tension d'hier est retombée, mais les opérations se font sous haute sécurité. Les CRS sont omniprésents sur le lieu. Hier après-midi, des militants No Borders ont voulu empêcher l'évacuation. 11 policiers ont été légèrement blessés par des jets de projectiles. 3 personnes ont été interpellées. 2 d'entre eux sont toujours en garde à vue. Le camp porte encore les stigmates des violences de la veille et les migrants encore présents se sentent désemparés. Ils vont démonter la jungle et on ne sait pas où on va aller. On ne sait rien, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Il y a un problème de nourriture, un problème de vêtements, tout est un problème et personne ne nous aide. Jeudi, la justice a approuvé l'arrêté d'expulsion des migrants installés dans la zone sud de la jungle de Calais. Cette zone abrite entre 800 et 1000 migrants selon la préfecture, 3450 selon les associations. Bernard-Henri Lévy, faudrait-il accueillir tous ces migrants en Europe? Tous ces migrants, ça ne veut rien dire. Ce que j'essaie de dire pour ce qui me concerne, c'est que la question, c'est le devoir d'hospitalité. Un grand pays comme la France a un devoir d'hospitalité. Ce devoir, il est moralement inconditionné et il est politiquement limité. Et c'est entre cette inconditionnalité morale et cette nécessaire limitation politique qu'il faut tenter de naviguer de manière pragmatique et de manière évidemment douloureuse, parce qu'aucune solution n'est bonne. Aucune solution n'est bonne. Et il y a autre chose que je crois et que j'essaie de dire aussi dans le livre, c'est que quel que soit, bien sûr que ces images sont choquantes, bien sûr que voir des hommes et des femmes qui ont fui la Syrie, qui se retrouvent ici et qui, comme ils le disent, ont l'impression de se retrouver à Calais dans une nouvelle guerre, c'est insupportable. Mais on n'a pas le droit pour autant d'agiter les grands mots et les spectres du passé. C'est pas Vichy. Voilà, c'est pas Vichy, c'est pas la déportation. Calais, c'est pas un camp de concentration. Ces femmes et ces hommes que l'on est en train d'évacuer, c'est pas tout à fait exact qu'ils n'iront nulle part. Ils seront, comme le savent tous les observateurs sérieux, si on veut bien écouter, ils seront relogés dans des centres sûrement précaires, mais on n'est pas dans les schémas apocalyptiques que décrivent certains. Et il y a là beaucoup de mauvaise foi et il faut faire très attention à l'usage des mots. Mal utiliser les mots, c'est ajouter au désordre et à la misère du monde. Ça, c'est vraiment l'un des messages modestes que j'essaie de délivrer à travers ce livre et dont vous avez une illustration ici, dans ce brouhaha qui est fait autour de Calais. Alors précisément, ce n'est pas Vichy, dites-vous, c'est vrai, mais cette situation profite à l'extrême droite, qui s'implante en Europe au point d'inquiéter notamment les autorités allemandes. Elles envisagent d'interdire le parti néo-nazi NPD. Léa Volbert. Le NPD a-t-il sa place sur l'échiquier politique allemand ? La Cour constitutionnelle allemande débute ce mardi l'examen d'une demande d'interdiction du parti d'extrême droite. Fondé en 1964, le parti revendique des opinions néo-nazies, racistes, ultranationalistes et révisionnistes. Le NPD est un parti anticonstitutionnel et profondément agressif. C'est un parti misanthrope qui remet en question le système par son seul programme et ses actions. Par conséquent, en tant qu'Assemblée fédérale, nous avons décidé, après une enquête longue et minutieuse, de soumettre cette requête à la Cour constitutionnelle, ici, à Karlsruhe. La requête a été déposée en décembre 2013 par la Chambre haute du Parlement, où siègent les représentants des États régionaux. En 2003 déjà, la coalition des Verts et du Parti chrétien-démocrate avait tenté de faire interdire le NPD. En vain. Mais aujourd'hui, le Parlement a toutes les raisons de croire en une issue positive, puisque de nouveaux éléments pourraient être retenus contre le parti néo-nazi. En 2011, des membres d'une organisation criminelle notoirement proche du SPD sont accusés d'avoir assassiné 10 personnes, la plupart d'origine turque, entre 2000 et 2006. Rien qui n'entache la détermination et la confiance des membres du NPD.
Si nous regardons plus attentivement le contexte politique, nous voyons que le NPD a toute sa raison d'être. Parce que tout ce que le NPD redoute et pointe du doigt depuis plusieurs années, tout cela arrive aujourd'hui. Et ce n'est certainement pas une coïncidence si cette procédure d'interdiction intervient juste aujourd'hui. Pourtant, le NPD ne compte aujourd'hui que très peu d'élus et n'a remporté que 1,3% des suffrages aux législatives de 2013. Au sein de la classe politique, certains s'interrogent sur l'utilité d'une telle démarche judiciaire. Le ministre allemand de la Justice rappelle que si le NPD est amené à disparaître, d'autres mouvements d'extrême droite comme Pegida sont dangereusement ancrés dans le nouveau paysage politique. Cette interdiction, si elle devenait effective, n'endiguera en rien la montée des violences racistes en Europe. Le constat est plus qu'alarmant. Olivia Comte. Les discours racistes se banalisent en France. C'est le constat inquiétant fait par le Conseil de l'Europe. Dans son rapport publié ce mardi, il dénonce un accroissement des actes xénophobes, antisémites et islamophobes. Les violences ont augmenté de 14% entre 2012 et 2014 et 36% d'entre elles relèvent de l'antisémitisme. Les experts de la Commission européenne soulignent également la montée des actes liés à l'homophobie et aux discriminations anti-roms. Si le secrétaire général du Conseil de l'Europe a salué les efforts faits par les autorités françaises, il appelle les responsables politiques de s'abstenir de propos qui stigmatisent des groupes vulnérables et attisent les tensions dans la société française. Le texte évoque la persistance des discours islamophobes, notamment chez des dirigeants comme Marine Le Pen. En décembre 2010, la présidente du Front National a comparé les prières de rue musulmanes à une occupation. Si elle a été jugée en octobre 2015 pour ses propos, elle a été relaxée pour être, selon le procureur, restée dans les limites de la liberté d'expression. En conclusion de son rapport, l'organisation européenne demande aux dirigeants de légiférer pour que le racisme et l'homophobie constituent une circonstance aggravante de toute infraction pénale ordinaire. Une réforme promise à plusieurs reprises l'an dernier par le président François Hollande. De l'actualité à l'esprit du judaïsme, vous en parlez très longuement dans votre livre, Bernard-Henri Lévy. L'antisémitisme occupe évidemment une place importante dans ce constat. Vous décrivez dans l'esprit du judaïsme les antisémitismes successifs et vous dénoncez aujourd'hui le nouvel antisémitisme, ce que vous appelez vous-même l'islamo-gauchisme. En quoi est-il différent des précédents? En quoi est-il aujourd'hui dangereux? Il est différent des précédents parce qu'il a changé de rhétorique et il a changé de système de légitimation. Le problème d'un antisémite, depuis la nuit des temps, ça a été de haïr les juifs en faisant comme si c'était au nom d'une cause juste et supérieure. À l'époque de l'antisémitisme catholique, on haïssait les juifs soi-disant parce qu'ils avaient participé à la mort du Christ. À l'époque des Lumières, on haïssait les Juifs, soi-disant parce qu'ils avaient au contraire l'inverse, inventé le Christ et qu'ils avaient été le tronc sur lequel l'arbre du christianisme avait poussé, et ainsi de suite. Aujourd'hui, la raison que donnent les antisémites, le carburant qui vient nourrir leur haine et qui vient lui donner une apparence de légitimité, c'est l'antisionisme et c'est la haine d'Israël. Si l'antisémitisme, mais mon lapsus, vous voyez, est éloquent, si l'antisémitisme doit revenir, et s'il revient, ce qu'à Dieu ne plaise, comme un mouvement de masse, c'est à une seule condition, c'est qu'il se donne l'habit, la tour, le visage, le masque de l'antisionisme. Ce que je dis dans le livre, précisément, c'est que l'antisémitisme de demain sera antisioniste ou ne sera pas. Voilà la véritable nouveauté. Alors, et précisément cet antisionisme qui sert de leurre en quelque sorte et qui masque l'antisémitisme, leur donne une liberté de ton absolument incroyable. Aujourd'hui, ils parlent librement et pas seulement sur les réseaux sociaux. Je pense par exemple à Siné, qui n'a pas hésité à porter plainte contre vous alors qu'il a tenu des propos absolument immondes sur les Juifs il y a peu de temps. Oui, et ce qui me fait un peu ce qui me désoriente un peu, ce qui me surprend, lorsque je regarde les commentaires sur cette petite affaire, c'est que les journalistes, les réseaux sociaux ne prennent pas parti. Ils disent « Monsieur Siné, accusé d'antisémitisme par Monsieur Bernard-Henri Lévy, porte plainte ». C'est pas accusé d'antisémitisme. Siné a
a déclaré, il y a à l'époque de la rue des Rosiers, qu'il souhaitait que tous les juifs meurent. Il a déclaré qu'il était devenu antisémite. Au moment où le fils d'un ancien président de la République, qui à l'époque était président, le fils de Nicolas Sarkozy, épouse une jeune fille, le même monsieur Siné souligne grassement le fait qu'elle est juive, souligne, prétend, invente que le jeune marié va se convertir et il nous déclare qu'il va se convertir par arrivisme ou par opportunisme. Alors tout ça, c'est de l'antisémitisme caractérisé, c'est un antisémitisme affiché. Et je suis un peu consterné de voir comment les commentateurs, souvent, prennent ça avec des pincettes, font comme si la qualification n'était pas évidente et comme si, entre les uns et les autres, c'était un partout la balle au centre, comme si c'était une espèce de voilà, enfin c'est ça le plus préoccupant. Il est 20h30 à Jaffa, Tel Aviv, 19h30 à Paris. Nous sommes avec Bernard-Henri Lévy depuis 19h, heure de Paris. Nous reviendrons tout à l'heure sur d'autres sujets d'actualité, mais avant de vous libérer, je voudrais aborder la dimension philosophique et même personnelle de votre livre, L'esprit du judaïsme. Si la première partie apparaît comme un réquisitoire contre les nouveaux antisémites, on l'a entendu, la seconde apparaît comme un plaidoyer pour un judaïsme éclairé et éclairant, et une figure compte parmi tant d'autres dans ce judaïsme-là, Lévinas, que vous évoquez souvent. Vous qui utilisez la plume comme la caméra pour vous exprimer, vous serez intéressé par ce reportage d'Olivier Lerner et Élodie Toto. Il porte sur un documentaire philosophique réalisé par l'Israélien Yoram Ron sur la pensée de Lévinas. Ma mort est certainement mon souci. Mais que la mort de l'autre peut, pour moi, avoir une priorité sur ma propre mort. Ce n'est ni un cours de philo, ni une biographie. C'est un objet cinématographique identifié comme document philosophique. Une denrée rare qui contient quelques pépites, dont celle-ci. La création du monde elle-même doit prendre sa signification à partir de la bonté. Les concepts de Lévinas sont traduits en images pour mieux comprendre Lévinas. Et c'est cette méthode-là qui m'a paru être la chose tentante. On peut faire de la philosophie en faisant des films aussi. C'est pas seulement en écrivant qu'on fait de la philosophie, je pense. On peut mettre en image une pensée. On peut faire penser aux gens avec les images. Événement pour l'un de ses anciens élèves, Alain Finkielkraut, qui revoit Emmanuel Lévinas à l'écran comme ressuscité et qui, s'il l'avait en face de lui, voilà ce qu'il lui poserait comme question aujourd'hui. Est-ce que l'autre, c'est le premier venu? Est-ce que l'autre, c'est l'être aimé? Est-ce que l'autre, c'est le sans défense? Est-ce que l'autre, c'est le maître? Ce sont toutes les modalités de l'autre qui apparaissent dans son œuvre. Sont-elles conciliables? N'y a-t-il pas une contradiction? Ce document d'1 heure, qui pour l'instant n'a pas été acheté par une télévision française, nous apprend également que les frères Dardenne se sont inspirés de la philosophie de Lévinas pour l'écriture de plusieurs scénarios. Pour Lévinas, l'homme n'est pas un loup pour l'homme. L'homme n'est pas celui qui veut tuer. Originellement, si je puis dire, naturellement, il n'est pas né pour tuer. Mais il tue. Quand Lévinas enseignait, quand il parlait, il regardait ses interlocuteurs bien en face. Le visage était un événement pour lui qui lui révélait la sensibilité, la fragilité, la mort et Dieu, qui, comme on le comprend dans ce doc philo, Dieu laisse ses traces sur le visage de l'autre. Et Lévinas s'inscrit, Bernard-Henri Lévy, comme Albert Cohen, dont vous parlez évidemment longuement, dans ce que vous appelez vous-même le judaïsme debout. Voilà, le judaïsme debout, le judaïsme d'affirmation, l'identité juive comme une identité heureuse. Moi, je suis un juif heureux, je suis un juif qui ne craint pas d'affirmer avec modestie, mais néanmoins haut et fort son judaïsme.
Et si je suis ainsi, je le dois en effet à 2 maîtres qui m'ont immensément influencé. L'un, vous avez raison, c'est Albert Cohen avec ce magnifique personnage de Solal, ce juif solaire, ce juif presque grec, ce juif qui a été probablement, ce sont les mots, les pages que j'emploie dans le livre, le premier juif libre, le premier juif beau, le premier juif non disgracieux de la littérature française. Et puis, la deuxième influence, la deuxième inspiration qui fait que, comme beaucoup de juifs de ma génération et des générations suivantes, je vis mon judaïsme de manière heureuse et affirmative, c'est Lévinas. Parce qu'Emmanuel Lévinas, c'est ce geste philosophique et presque existentiel, essentiel, qui consiste à dire la Torah et le Talmud, il y a autant à penser dans leurs livres que dans Platon, Aristote ou Husserl, pour un Français, pour un philosophe ou un étudiant en philosophie français ou occidental. Donc la conjonction de ces 2 noms, Albert Cohen et Emmanuel Lévinas, sont probablement à la source, oui, de ce judaïsme heureux que je défends dans l'esprit du judaïsme. Et vous aurez compris que notre choix de parler de Lévinas, évidemment, n'était pas neutre. On va arriver au terme de cet entretien. J'ai évoqué la dimension personnelle dans ce livre. On aurait pu inverser les positions géographiques. J'aurais pu être à Paris et vous, à Jaffa, cher Bernard-Henri Lévy, parce qu'on a beaucoup parlé de l'actualité, mais la deuxième partie du livre est très intéressante, elle est beaucoup plus personnelle. Vous parlez très longuement de Jonas et de Jaffa et de Ninive, et vous vous appuyez sur le parcours de Jonas pour, au fond, raconter le vôtre, comme si vous vous identifiez en quelque sorte à Jonas. M'identifier, non, mais m'être instruit à la source de Jonas, avoir appris un peu de la vie, de ma vie, de ce qui me fait me tenir dans la vie et dans mon humanité à la source vive et fraîche du livre de Jonas, ça c'est vrai. Ce livre de Jonas dont je montre qu'il est au fond peut-être le plus énigmatique et en tout cas le plus apparemment insensé des livres prophétiques. Et cette deuxième partie du livre, j'essaie d'expliciter, de déplier, d'actualiser, de dire comment peut fonctionner aujourd'hui cette histoire incroyable d'un prophète à qui Dieu dit va prophétiser non pas à Jérusalem, non pas dans le royaume de Juda ou dans le royaume d'Israël, mais va prophétiser à Ninive, va prophétiser chez l'ennemi, va prophétiser chez les derniers des hommes, chez les plus criminels, chez les plus empreints de turpitude. Et la vraie question, du coup, qui se pose pour moi, là, dans ce livre, c'est où est Ninive aujourd'hui? Où sont ces terres niniviennes où l'on ne sait toujours pas distinguer sa gauche de sa droite et auprès desquels l'être juif est aujourd'hui, comme au temps de Jonas, requis. Voilà ce que j'essaie de dire dans l'esprit du judaïsme. Voilà pourquoi j'ai dit identifier, parce que ces terres niniviennes dont vous parlez, ce sont les terres que vous avez vous-même explorées en Libye, en Syrie, en Afghanistan, en Ukraine, comme Jonas l'avait fait sur un appel de Dieu. Je ne dis pas que vous avez entendu un appel de Dieu, mais vous avez entendu un autre appel, celui de votre Père. Voilà pourquoi j'ai parlé aussi de dimension personnelle, qui vous demande en quelque sorte de revenir au nom qui est le vôtre, de changer un peu de vie. Et l'épilogue de votre livre est de ce point de vue intéressant quand vous faites une promesse, celle d'oublier un mot que vous employez vous-même, les vanités, les mondanités, les centres de pouvoir, comme si vous vouliez changer de vie. Et c'est une promesse que vous faites en fin de livre. Je parle, pas les centres de pouvoir, je parle en effet, oui, c'est vrai, c'est la fin du livre, dans une sorte de dialogue imaginaire et en même temps totalement réel avec les voix de mon père et de mes grands-pères, de Tlemcen, de Mascara, de Benissaf en Algérie. Au terme de ce dialogue avec eux, je parle de sortir du chemin des hommes arrogants. Je parle de tenter, de m'efforcer d'aller
beaucoup plus avant que je ne suis allé jusqu'à présent sur le chemin de l'étude. Et je parle d'essayer de me rendre digne, plus peut-être que je ne l'ai été jusqu'ici, de mon nom et de ce qu'il signifie. Voilà en effet la fin de ce livre. Mais je dis aussi, et je vous rassure, que pour cela, j'ai d'une certaine manière tout mon temps. Et je dis que l'on a toujours le temps, jusqu'à 120 ans, de découvrir que la vraie vie dans un esprit est un arrachement aux forces et de la mort et de l'universel affairement. C'est ainsi que se termine en effet ce livre. On n'attendra pas 120 ans pour vous réinviter de nouveau. Merci beaucoup. Bernard-Henri Lévy, je rappelle le titre de votre livre, L'esprit du judaïsme, publié par Grasset. Merci encore.